Après 4 années de recherche, le projet ANR Scapin, pour salariés en emploi peu qualifiés, quelle perspective face à l'injonction de devenir acteur ou actrice de leur parcours professionnel, a restitué ses principaux résultats lors d'une conférence finale organisée à Marseille le 6 juin 2024 et intitulée « Quand on veut, on peut, le pouvoir d'agir des salariés en emploi peu qualifié ». Nous vous restituons ici les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée. Extrait de l'atelier intitulé « Bien faire son travail, une simple question de volonté », animé par Anne-Marie Arborio, avec comme intervenants Cyril Ferraton, Stéphane Michin, Alexandra D'Agostino, Jean-Paul Cadet et Sylvie Monchâtre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session pour cet après-midi qui s'intitule « Bien faire son travail, une simple question de volonté ». Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à animer cette session, parce que, pour tout vous dire, au tout départ de cet ANR Scapin, j'avais émis, comme on dit dans les nerfs, l'intention, la volonté ou l'aspiration à participer. Et puis, tout un ensemble de contraintes ont fait que finalement, je me suis retirée. Malgré tout mon intérêt, puisque je travaille aussi sur des emplois dits non qualifiés, donc plutôt dans le secteur de la santé. Et donc voilà, je suis vraiment ravie d'abord de suivre toute cette journée, toutes ces présentations de travaux tirés de cette enquête très riche. Et puis en particulier ceux qui seront présentés cet après-midi. Alors pour dire quelques mots de cette session, pour la question qui est posée ici, bien faire son travail, une simple question de volonté, sans m'être concertée avec Bernard Cazier, j'ai trouvé aussi la question un peu provocatrice, voilà, comme ce matin. Surtout justement une question particulièrement provocatrice pour les sociologues qui, comme moi, travaillent finalement à mettre au jour l'univers de contraintes et d'adversités dans lequel sont pris en particulier les classes populaires dont relèvent les employés non qualifiés dont il est question aujourd'hui. Et en même temps que les sociologues relèvent une ère de contraintes, tous les observateurs attentifs qui sont, et en particulier quand ils travaillent au plus près du terrain et des enquêtés, relèvent évidemment comment les acteurs du monde social essayent de maîtriser ces contraintes, essayent d'avoir des démarches de main-d'œuvre, enfin, de faire en sorte, voilà, d'avoir prise un peu sur leur travail, sur leur avenir. Donc c'est une question qui est provocatrice, mais qui est aussi essentielle parce qu'en fait elle rejoint les questions fondamentales de la sociologie. Que peut faire l'individu justement dans un monde de contraintes? Quelle est la part de liberté dans des univers contraignants? Et le travail, évidemment, un lieu aussi où les questions se posent particulièrement parce que le travail, évidemment, est un monde qui est fait de contraintes. Alors, l'objet ici de bien travail est particulièrement intéressant. C'est aussi peut-être une manière de reposer la question qu'on avait ce matin à propos du sens du travail. Parce que bien faire son travail, c'est peut-être parfois ce qui donne du sens au travail. En tout cas aussi, en particulier pour les moins qualifiés, c'est peut-être une manière justement de tenir, de se maintenir. On a parlé de reconversion, mais parfois on est tenu à rester aussi dans son emploi, à trouver de l'estime à un travail qui est donc considéré comme non qualifié, peu prestigieux, etc. Et donc, c'est une voie que de se demander qu'est-ce que bien faire son travail. Alors, ce titre que vous avez choisi pour cette session, donc bien faire son travail, donc c'est aussi une simple question de volonté. Il est aussi suffisamment flou pour autoriser plein de questions et plein de réponses qui je pense seront déclinées dans les différentes communications. Bien faire, mais pour qui? Qu'est-ce que bien faire? C'est une question de point de vue. Bien faire son travail pour le salarié, bien faire son travail du point de vue du patron. Est-ce que c'est la même chose? À quoi ça correspond? Une question de volonté, mais pour qui? Bien faire son travail, relève-t-il de la volonté du travailleur, de l'entreprise, de l'organisation, du patron?
c'est une autre question. Et puis derrière cette notion de volonté aussi, j'avais envie de me demander dans cette introduction si on parle de volonté ou comme dans une certaine sociologie de bonne volonté, hein, c'est-à-dire aussi d'une volonté qui existe mais qui s'épuise, qui ne se réalise pas forcément justement du fait des contraintes qui existent dans le monde du travail. Donc nous allons aborder toutes ces questions et d'autres sans doute, et surtout découvrir à l'occasion de cette session les travaux issus de la MR Scapin qui portent sur 3 au moins des 4 secteurs, je crois, qui sont concernés. Si je reprends le programme, avec d'abord une présentation de Cyril Ferraton et Sébastien Michon sur l'aide à domicile, s'inscrire dans un collectif pour mieux maîtriser son travail. Ensuite, nous écouterons Emmanuel Canson et Michael Ségon, le travail des déménageurs saisis par les discours managériaux et l'observation des chantiers, des formes d'autonomie relative mais réelles. Puis Alexandra D'Agostino, Jean-Paul Cadet, des boulots dans les déchets pour se réinsérer. Et enfin, nous avons la chance aussi d'avoir le point de vue de Sylvie Monchâtre de l'Université Lyon 2, donc qui n'est pas un travail qui s'inscrit directement dans la NRCAPA, mais qui offrira justement un regard extérieur à partir d'autres terrains sur lesquels elle a travaillé, notamment les agents de sécurité et les éboueurs. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc chacun aura 15 minutes de présentation. À l'issue de toutes ces présentations, nous pourrons ouvrir la discussion avec l'ensemble de la salle. Et en préalable, c'est une particularité aussi dans cette session, on va ouvrir la séance avec un petit diaporama de 5 minutes environ, dans lequel vous pourrez voir un certain nombre de photos qui ont été réalisées par un photographe du travail, son nom m'échappe, Xavier Bourdereau, voilà, qui a en particulier pris ces photos dans le secteur de l'aide à domicile. Donc ce sera une très bonne introduction à la première présentation. Donc on va laisser tout d'abord défiler le diaporama, puis donner la parole à nos intervenants. On peut remercier le photographe de nous avoir autorisé à diffuser son travail ici, qui nous fait rentrer justement dans l'univers très concrètement, l'univers du travail des aides à domicile, qui va être l'objet de la première communication. Donc à vous. Cyril et moi, nous allons évoquer l'aide à domicile. Nous avons fait un ensemble d'enquêtes à la fois auprès des acteurs de la branche. Nous sommes focalisés sur la branche de l'aide, l'accompagnement des soins et des services à domicile, donc la branche qui porte sur les organisations à but non lucratif, essentiellement les associations. Donc au-delà des acteurs de la branche, nous avons fait des enquêtes dans 3 associations. Et dans ces associations, nous avons interrogé à la fois la direction, et puis des intervenantes à domicile. On parlait féminin parce que dans cette profession, 97% des intervenants. Là aussi, nous avons eu travailler dans ce secteur. Donc, cette branche et ce métier est un petit peu ambivalent. C'est souvent présenté depuis déjà pas mal de temps comme un gisement d'emploi. Période où on cherche à tout prix à mettre le kidam au travail, où le travail est devenu un devoir. Bien, pourquoi pas effectivement emmener un certain nombre de personnes dans cette direction. Mais en même temps, ces emplois, ils sont souvent très mal payés, ils présentent des conditions de travail difficiles, ils sont en partie invisibilisés quand ils ne sont pas complètement déconsidérés aux yeux d'un certain nombre d'acteurs. Donc, ça peut être vu aussi comme un métier en souffrance, c'est le titre de l'ouvrage récent d'un acteur et pas. Donc voilà, on a été amené à aborder ces différents points. Mais avant de rentrer un petit peu dans l'activité elle-même, le travail, il faut quand même rappeler que ce secteur, c'est un secteur qui est fortement contraint par l'aspect financier. Essentiel, relève du financement. Et ce financement
il est vraiment réduit au strict minimum. Même s'il y a eu quelques avancées récemment avec notamment la volonté de l'État de compenser un peu les apports des départements, et on est très loin du compte. Bien entendu, ce sont les salariés, notamment en termes de salaire et de reconnaissance de leur. Donc les enquêtes que nous avons réalisées, elles nous ont quand même amené à ne pas sombrer dans le misérabilisme. Souvent, les pensions, l'aide à domicile, ça n'est que ça ne renvoie qu'à des situations professionnelles très contraintes de personnes qui cherchent à cette activité. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Donc on a vu effectivement des conditions de travail difficiles, on a relevé la pénibilité incontestable du métier, mais on a vu aussi des intervenantes qui s'investissent très fortement dans leur travail. Et l'on a vu aussi, et il faut le souligner, une grande capacité réflexive sur leur travail de ces intervenants, sur leur parcours, sur le travail qu'elles exercent, sur les marges de manœuvre qui s'offrent à elles, mais aussi sur les contraintes qui pèsent sur elles et qui viennent parfois de leur organisation ou qui viennent d'autres acteurs. C'est la problématique des glissements de tâches. Parfois, exercer un certain nombre. Donc, c'est un métier qui a du sens quand on écoute ces intervenantes, mais qui est peu valorisé, et pour des raisons assez claires. Par exemple, c'est un domaine où on trouve énormément de temps partiel. Surtout, c'est un domaine où le temps est très fragmenté. La problématique du temps est essentielle. C'est-à-dire que ces personnes qui sont souvent à temps partiel ne bénéficient pas pour autant de plus de temps libre, parce que leur journée est fragmentée. Et les temps perdus entre deux interventions ne sont pas entières. C'est aussi un relatif isolement. Tout au long de l'intervention, ces intervenantes, elles sont très rarement dans l'organisation qui les emploie elles-mêmes. Elles exercent leur activité au domicile des bénéficiaires, et elles font du boulot. Il y a une individualisation de la relation de travail. Il y a une assimilation qui a été très souvent abordée de l'aide à domicile à l'aide ménagère, alors que leur métier est plus complexe, varié, riche. Et puis, il y a globalement l'image tout négative qui parfois ça. On peut. Alors, je l'ai dit, ces emplois ils sont très majoritairement exercés par les femmes, et pour la plupart, elles sont relativement peu qualifiées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation. Au contraire, finalement, la branche investe depuis longtemps dans la formation, mais ce sont toutes de réaliser un peu mieux. Ces femmes, eh bien, elles mobilisent au quotidien des compétences sociales et relationnelles qui sont indispensables, qui font la qualité de la prestation telle que la perçoit le bénéficiaire, mais ces compétences, cette bienveillance, etc., elles ne sont pas reconnues. Elles sont faiblement reconnues par les financeurs, elles sont parfois faiblement reconnues par les employeurs, et parfois même elles sont très faiblement reconnues par l'entourage de la personne bénéficiaire. Et donc c'est un travail qui peine à être reconnu même en situation, même auprès du bénéficiaire et de l'autre. Donc on a là une particularité relevée, à savoir que ces compétences de ces femmes seraient par certains jugées naturelles, puisqu'elles feraient écho finalement aux activités, aux qualités que ces femmes déploieraient pourquoi les valoriser, pourquoi les associer à un investissement. D'autre part, cette invisibilité du capital humain et ce déni relatif de reconnaissance peuvent, à court terme, ça peut être à court terme une opportunité.
puisqu'on peut partir de l'idée que l'on peut puiser dans un gisement. Et en particulier, les femmes qui sont désignées comme des mères de famille, des familles, eh bien, peuvent constituer ce gisement dans lesquels on va essayer effectivement de trouver des personnes qui acceptent de remplir cette voie le plus souvent pour le côté thérapeutique. Alors nous avons vu plutôt des aides à domicile, des intervenants à domicile qui avaient une certaine ancienneté. Alors pour mieux comprendre ce qui sera présenté par Cyril, à savoir les velléités d'innovation de certains employeurs et l'étendue du changement organisationnel qui en résulte, il faut quand même revenir un petit peu sur les modes d'organisation les plus fréquents, les modes d'organisation habituels dans ce secteur. Alors, en général, une association de l'aide à domicile repose sur une hiérarchie très courte. Vous avez une association qui emploie des dizaines et des dizaines d'intervenantes qui ne travaillent pas dans les locaux de leur employeur, mais auprès des usagers de leur famille. Ces intervenantes, elles sont managées par un responsable de secteur. Le responsable de secteur, bien notamment, organise le travail de ces intervenantes et il est amené à gérer, en partie, le turnover incessant, puisqu'on est dans des professions où l'on n'arrête pas de rentrer, de sortir de la profession et d'un employeur en particulier. Donc, cet ajustement continu est réalisé très largement par le responsable de secteur. Il est réalisé dans l'urgence permanente et la rotation des individus, des personnes sur les postes est incessante. Ça pose un problème, bien entendu, pour les bénéficiaires, puisque les bénéficiaires sont souvent attachés à une relation particulière avec leur intervenante, relation affinitaire qui se développe, mais ça pose aussi un problème pour les intervenantes qui sont amenées, on va y revenir tout à l'heure, à jongler constamment sur leur emploi du temps, et on retrouve cette question centrale du temps que j'ai évoqué tout à l'heure. Le travail réel de ces intervenantes est bien sûr beaucoup plus complexe, beaucoup plus varié, beaucoup plus riche que le travail prescrit. Le travail prescrit, il est ramené en fait à des standards techniques, et il est même minuté. C'est une forme de terrorisme à domicile. Le travail réel, en fait, eh bien, un certain nombre d'acteurs peuvent avoir intérêt à le nier, à l'ignorer. C'est notamment le cas de financeurs ou de certains employeurs, parce que effectivement, ça permet de ne pas rémunérer les compétences qui sont mobilisées, les initiatives qui sont prises par ces intervenantes et les engagements qui sont les leurs, des engagements quasi moraux, voire affectifs, qui comptent beaucoup dans ce type de relations et de prestations. Donc finalement, le travail est bien organisé. Il est même organisé de manière très tatillonne concernant l'emploi du temps. On commence déjà à morceler. Le triomphe de la volonté, c'est d'ignorer le timing. Bon. C'est par contre. Oui, bah, tu feras, c'est rapide. Donc je vous disais que le travail est organisé en ce sens qu'effectivement, il y a une organisation parfois très tatillonne de l'emploi du temps. Mais dans le même temps, l'organisation en elle-même, et a fortiori le collectif de travail, eh bien, n'ont guère de consistance pour les intervenantes que nous avons rencontrées. Alors, l'ANR Scapin tournait très largement autour des questions de pouvoir d'agir, d'autonomie, etc. Eh bien, de force, ces aides à domicile, elles sont amenées au quotidien à être autonomes. En tout cas, celles qui demeurent dans le secteur, celles qui résistent, celles qui font face aux différentes épreuves, elles sont amenées effectivement à être très autonomes, à être très adaptables, à comprendre les usages à mettre en œuvre dans tel ou tel domicile, à faire preuve d'attention, à être réactives, à réguler leurs émotions, etc., etc. Et donc, elles sont confrontées à des situations toujours spécifiques, difficiles à gérer, et leur autonomie est très forte en ce domaine. Par ailleurs, elles ont conscience de modeler la qualité de la prestation, puisque c'est dans leur travail quotidien, c'est dans la relation personnelle qu'elles nouent avec un usager qu'elles vont finalement faire la qualité ressentie
de la prestation. Donc elles trouvent effectivement un sens à leur travail, une valeur, une humanité à leur travail, tout en cherchant à se protéger d'une mauvaise appréciation de l'usager. Et un de nos collègues qui n'a pas pu venir a justement travaillé sur ces questions-là et sur le ressenti de certains usagers par rapport aux liens qui se tissent. Cette responsabilisation, ces intervenantes, elles en connaissent le prix, et en particulier le coût émotionnel, puisque ce sont des salariés qui font face à souvent de grandes difficultés. Ça peut être des difficultés sociales, des difficultés en termes de handicap, de maladie, elles peuvent être confrontées à la mort, etc. Et donc, c'est un élément qui compte beaucoup dans l'activité qu'elles développent. Et ce coût émotionnel est d'autant plus important qu'il ne peut pas toujours être verbalisé et qui n'est pas nécessairement pris en considération par l'employeur. Donc finalement, à l'image un peu des bénéficiaires dont elles ont la charge, eh bien ces intervenantes à domicile, elles sont nombreuses à vouloir rester autonomes, et elles le sont de fait, et à vouloir sortir de leur isolement. Mais dans ce domaine, cette sortie de l'isolement, cette construction du collectif de travail, eh bien, ça ne peut venir que de l'employeur. Le déclic doit venir de l'employeur. Donc, agir sur le temps. Je vais passer la parole à mon collègue qui aura 15 minutes rien que pour lui. Agir sur le temps, c'est presque toujours le pivot du changement dans les structures que nous avons vues. D'un côté, pour les intervenantes, pouvoir gérer son temps de travail, pouvoir gagner en souplesse, pouvoir exercer à côté une autre activité, rémunérée ou non, pouvoir avoir plus de temps libre. C'est une attente forte de leur part. Donc il y a une demande de souplesse dans la gestion de l'emploi du temps, dans la maîtrise de l'emploi du temps. Mais c'est aussi un levier d'action pour les employeurs, pour certains employeurs, qui sont confrontés à des difficultés de recrutement massives et durables, et des difficultés de fidélisation. Je me suis levé de bonne heure pour parler à peu près 10 minutes, et en fait j'ai parlé 30 secondes, mais non, c'était juste en belle transition sur les changements qu'on a pu observer dans deux des structures enquêtées. Alors c'est porté par une fédération qui s'appelle l'UNA, donc qui cherche à introduire du collectif dans l'organisation du travail. Alors c'est pas sur la variable salaire que joue le changement, mais là c'est sur la variable conditions de travail. Et donc se sont développées dans certaines structures associatives, donc ce qu'on appelle les équipes autonomes. Les références, je vous fais vite, vous me dites une minute. Les références sont par exemple l'entreprise délibérée, l'entreprise libérée, le modèle Burzog qui vient des Pays-Bas, mais qui sont pas complètement appliqués parce que bien sûr les configurations, le contexte, les politiques sont pas les mêmes ici en France par rapport aux Pays-Bas. Alors bien sûr, on n'a pas assez de recul pour évaluer l'impact de ce type de changement, mais néanmoins, au travers des entretiens qu'on a pu réaliser, eh bien, il y a quand même un retour positif, mais il faut aussi souligner que certaines aides à domicile sont peu concernées, ou du moins ont peu de connaissances du projet, ou encore adhèrent pas nécessairement à ce changement dans l'organisation du travail. Alors là, il s'agit d'introduire un management, puisque ce qu'a présenté Stéphane, c'est un management donc à distance et par le biais de responsables de secteur. Là, il s'agit de supprimer les responsables de secteur et de gérer le planning, qui est vraiment la variable centrale dans l'organisation de travail, dans l'aide à domicile. Supprimer donc les responsables de secteur et permettre aux aides à domicile en petits groupes, eh bien de tenter de s'arranger sur leur emploi du temps et d'avoir un peu de maîtrise sur leur emploi du temps. Alors, la vision qui est parfois développée à l'encontre de ces équipes autonomes, eh bien, c'est une vision qui est négative au sens où c'est finalement du néo-management et que c'est davantage de responsabilités attribuées aux aides à domicile, ce qui est indéniable, mais en même temps, il y a quand même aussi un retour positif, qui est mentionné par les aides à domicile parce qu'elles soulignent qu'elles ont un peu plus de maîtrise sur leur emploi du temps et qu'elles peuvent parfois se ménager, par exemple, des après-midi de libre alors qu'on ne pouvait pas quand il y avait le management classique. Voilà donc pour cette conclusion très très rapide, mais je voulais terminer, 30 secondes, juré, sur le fait que la difficulté dans ce type de changement et l'introduction de ces équipes autonomes, c'est que les départements, qui sont les principaux financeurs, en fait, sont très réticents à financer ces temps collectifs, puisque c'est
assimilés à des temps improductifs et qu'on finance bien l'intervention à domicile et que tout ce qui relève des réunions et autres entre aide à domicile est assimilé à de l'improductif et donc n'est pas financé, ou très mal financé. Voilà pour ma conclusion en 2-3 minutes. Merci. Donc merci pour la présentation de ce cas, un peu rapide sur la fin, mais on voit en effet comment on a ici une forme de liberté ou d'autonomie qui est un peu octroyée par le management, proposée, mais dont se servent les salariés de manière collective pour justement augmenter leur autonomie à chacune, ou pas, en fonction peut-être de leurs caractéristiques. Donc je donne maintenant la parole aux intervenants, donc Alexandra et Jean-Paul, autour cette fois du travail dans le secteur des déchets, donc en contribution de l'ANR Scapin. Merci. Ouais, bon. Les deux. Bonjour à tous et à toutes, déjà. Donc en fait, avec Jean-Paul, nous allons vous présenter donc une petite focale de notre étude qualitative de terrain, donc menée dans l'univers des déchets et ciblée donc sur les emplois de premier niveau de qualification. Alors c'est une grosse étude, nous avons réalisé une centaine d'entretiens avec Jean-Paul, mais aussi avec Camille Stéphanus et puis Léonore Doniol. Ouais, pardon. Je suis un peu petite alors c'est compliqué. Et aussi donc avec Léonore Doniol, à qui nous pensons bien fort, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc c'est une grosse étude et là on va cibler notre présentation sur un bout, une petite focale, puisque nous avons conduit des entretiens donc sur les entreprises d'insertion, mais aussi dans les entreprises plus classiques, et puis aussi un travail qui vous sera présenté tout à l'heure. Donc, puisque nous avons suivi des travailleurs et des travailleuses, anciennement sans papier, et qui se sont constitués en collectif syndical pour faire valoir leurs droits et lutter pour leur dignité. Donc, justement, Emmanuel, ils auront directement la parole tout à l'heure. Mais voilà, donc là, on est sur les entreprises et les contrats d'insertion. Et puis, autre focale, on est aussi sur la dimension abordée, donc sur le travail, les expériences de travail qui leur sont offertes, donc à ces salariés, qu'ils vivent dans les entreprises d'insertion. Ah oui, pardon. Alors, pourquoi donc se focaliser donc sur les entreprises d'insertion et sur les salariés en contrat d'insertion? Tout d'abord parce que ça rejoint quand même le sujet, la problématique générale de Scapin, puisque les entreprises d'insertion sont en fait un type d'organisation qui fait partie de l'IAE et qui concourt donc à une forme d'appel public à la responsabilité et à l'activation individuelle qui est adressée donc aux personnes, je cite, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières sur le marché du travail. Donc ces contrats aidés, les CDDI, visent à permettre donc aux personnes en parcours d'insertion d'accéder ou de retourner à l'emploi classique durable en bénéficiant de ce que l'on appelle un accompagnement dans et vers l'emploi, donc qui combine une mise au travail, un accompagnement socio-professionnel et des parcours de formation. Bon, les entreprises d'insertion ont ce site particulier qu'elles tirent quand même, elles interviennent dans le secteur marchand, donc elles tirent leurs revenus comme les autres de leur activité économique, mais aussi de leur mission d'insertion socio-professionnelle via un conventionnement et un financement, donc avec l'État. Et donc, on peut dire qu'elles poursuivent à la fois des objectifs de rentabilité économique, des objectifs sociaux de performance, ce qui ne va pas sans générer certaines tensions. Donc voilà, pourquoi par rapport au sujet de Scapin, mais autre raison. Pourquoi donc les entreprises d'insertion dans l'univers des déchets? Eh bien parce que en fait, l'univers des déchets, la gestion des déchets,
c'est un domaine où l'insertion est vraiment bien implantée. Ça nous a été dit d'ailleurs par les acteurs de branche dès le début de notre travail. Et c'est quand même le signe que dans cet univers, la précarisation de l'emploi occupe une place non négligeable et dans une optique toujours de flexibilisation, de minimisation des coûts et dans un contexte de durcissement de la concurrence entre les entreprises. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe beaucoup dans ce secteur par des pratiques de sous-traitance. Des sous-traitances, donc faire appel aux entreprises d'insertion, voire plus grave, on le verra tout à l'heure, des pratiques de sous-traitance frauduleuses, on le verra tout à l'heure. Donc, même si les CDDI, gros lapsus, peuvent aider des personnes à se réinsérer, ils valorisent, en définitive, une certaine forme de low cost dans la filière des déchets, qui pourraient entraver sa professionnalisation globale et le développement de socles sociaux, et ce, alors même que quand même cette filière de gestion des déchets est stratégique à l'heure de la transition économique. Voilà. Écologique. Énorme lapsus quand même. C'était un beau lapsus. Voilà, alors après, alors en fait, des fois, juste ma bouche, elle dit ce que je pense. Alors, nos matériaux, je l'ai dit, s'appuient sur des entretiens auprès de salariés, des encadrants, des CIP. Nous avons fait des observations de situation, de site et de situation. Et d'ailleurs, merci à Samira pour ses apports méthodologiques dans ces observations de situation de travail. Et donc auprès de 4 entreprises d'insertion sur certains métiers. Donc nous avons, Nous avons donc tout d'abord Rosion Temps Plein. Nous avons changé les noms. Et donc là, nous avons pu observer donc le travail et les situations de travail donc des agents de tri chez Rosion Temps Plein. Donc Rosion Temps Plein, qui est vous imaginerez peut-être ce que c'est cette filiale, qui est en fait la filiale d'un groupe très important du secteur des déchets. Et nous avons été dans un centre de tri des déchets ménagers, pas très loin. Ensuite, Textile Plus, qui est une entreprise de collecte et de valorisation des textiles. Et donc là, nous avons pu observer et rencontrer donc des opératrices de tri. Je dis opératrices de tri parce qu'en fait, c'est très genré dans ce secteur aussi. Et donc pour le textile, en fait, c'est les femmes, puisque les femmes, nous, on a bien l'habitude du textile et tout ça. KiloCycle, qui est là pour le coup la filiale environnement d'un grand groupe spécialisé dans l'inclusion. Et donc avec Jean-Paul et toute l'équipe, et Camille et Léonard, nous sommes allés dans une déchetterie et dans un centre de transfert des déchets. Et donc nous avons pu rencontrer des agents polyvalents, des centres de transfert, et des agents de déchetterie. Je dis agents parce que et puis enfin Collect Select, qui là propose des services de collecte et de recyclage des déchets tertiaires. Donc des déchets, bureaux, hôtels, campus, etc. Et donc là, nous avons rencontré des agents de collecte et de logistique. Et je passe directement la parole à Jean-Paul pour savoir si ce sont des vrais boulots. Merci Alexandra. Je vais faire part d'une partie seulement des résultats, puisque je risquerais de faire peut-être le chronomètre. Donc c'est un peu cette partie, elle vise à répondre un peu à la question suivante. Qu'est-ce qu'on demande finalement à ces différents personnels qui exercent ces 5 boulots, ces 5 métiers.
Donc, il en ressort en fait comme principale idée en fait le fait que ces personnes exercent non pas, on disait à l'époque des petits boulots comme leur situation précaire pourrait le laisser entendre, mais plutôt ce qu'on a appelé des vrais boulots en fait, hein, des vrais boulots, dans le sens où en termes de contenu, bah, ces boulots sont finalement très comparables à ceux qui sont exercés dans les entreprises classiques. Alors bon, ils travaillent tous à temps plein. Ensuite, en ayant une vision transversale, bien entendu, on constate qu'ils se caractérisent par une réelle utilité socio-économique. On peut évoquer cette question ce matin. Oui, là c'est économique. Voilà. Donc trier des déchets en vue de les revaloriser, regrouper des déchets en vue de les transférer, un incinérateur, accueillir des usagers dans une déchetterie qui viennent déposer leurs déchets ou leurs encombrants, etc. Voilà donc des métiers évidemment essentiels pour prendre la terminologie habituelle. Alors ces boulots se caractérisent aussi tous tout le coup par une certaine polyvalence. L'exemple type, c'est celui du centre de transfert, où les personnes sont amenées à occuper les différents postes relatifs au process qui caractérise ce centre de transfert. Donc, du plus simple, on place des camions bennes qui viennent vider leurs déchets, au plus compliqué, qui consiste à manœuvrer un engin assez difficile pour le coup, c'est la pelle, hein, dans un bâtiment très exigu. Voilà. Donc l'idée, autant que possible, c'est d'aller vers cette polyvalence. Bon, en outre, on va pas se mentir, on a affaire à des environnements de travail relativement sales, de fait, plutôt dangereux, hein, non sans risque pour les personnes, et fortement exigeants. Hein, il suffit pour s'en convaincre d'aller observer une cabine de tri, hein, des trieurs et des trieuses qui travaillent. Et donc, en fait, c'est en faisant face à de tels milieux de travail, à de telles contraintes, que les personnes développent une professionnalité. Ils développent de véritables savoirs professionnels. On peut donner par exemple l'exemple pour les personnes qui débutent dans le métier. Ben, il s'agit d'apprendre aussi à se confronter aux déchets. Les déchets qu'on doit parfois toucher, qu'on doit transporter, sentir. Et donc, il faut apprendre à se confronter à cela, et éventuellement au dégoût que cela peut susciter, et aussi parfois au dégoût que d'autres personnes peuvent nous renvoyer en utilisant les déchets, en travaillant de surcroît dans une entreprise d'insertion. On l'a vu avec les salariés de Collect Select, hein, qui vont collecter les déchets tertiaires, comme je l'ai dit. Ils ont l'impression parfois d'être dévalorisés, d'être stigmatisés de cette manière. Alors, autre caractéristique commune aux 5 boulots étudiés, ils sont exercés en grande partie en équipe. Bon, on est dans le milieu ouvrier, c'est peut-être pas surprenant. Enfin, c'est quand même important de le noter. Par exemple, le travail en cabine de tri, je sais pas si vous avez déjà vu ce type de travail, c'est assurément un travail d'équipe, hein, dans le sens où les différents trieurs ou les différentes trieuses, ils agissent continuellement en interdépendance, de façon interdépendante. Parce que trier à un moment donné, trier par le collègue qui suit au niveau de la chaîne de tri. Enfin, le dernier élément, et ça réfère un peu à Scapin, les boulots étudiés offrent aux salariés des situations où leur autonomie d'action apparaît quand même assez circonscrite. Pas dans le cas de figure des aides à domicile, ni des chantiers de déménagement. Forcément, les personnels sont attachés à des hiérarchies, qui peuvent les rappeler à l'ordre, voire les menacer de ne pas renouveler leur contrat, hein, c'est des contrats d'insertion, s'ils ne répondent pas aux exigences de productivité et de technicité. De plus, leur travail est régi par des machines, par des procédures, par des cahiers des charges, hein, ça c'est très important. Bon. Du coup, de fait, les salariés ne peuvent évidemment donc pas agir complètement à leur guise, hein. Et sur le plan de l'autonomie, il est en fait simplement attendu qu'ils soient en mesure d'exécuter leurs tâches seuls, sans qu'il y ait toujours quelqu'un derrière eux pour
pour leur montrer quelle est la bonne façon de faire. Hein. On n'est pas du tout dans le sens de l'autonomie, où les personnels vont se gouverner eux-mêmes en évitant leurs propres règles, en termes de conception d'autonomie. Et bien sûr, si on observe le travail réel, eh bien cette forme d'autonomie limitée, elle n'explique pas des quantités de micro-décisions, de micro-initiatives. On a vu quand on a eu les observations. Par exemple, ce Textile Plus, où les personnes sont amenées à déterminer quelles seront les destinations des différents vêtements qui sont triés, soit vers un réemploi pour une vente dans des boutiques, soit vers le recyclage, soit aussi vers l'exportation, en l'occurrence vers des pays africains. Hein. Voilà. Donc ça c'est le premier point, mais effectivement, en fait, voilà. Donc en fait, ça c'était les deux autres parties qui suivent en fait le rapport, mais on n'aura pas le temps de les aborder. Sur qu'est-ce que c'est bien faire le boulot, pourquoi aussi ils veulent faire bien le boulot alors qu'ils occupent des emplois précaires. La partie suivante, c'est qu'est-ce qui permet finalement de bien faire son boulot, et puis, en même temps, qu'est-ce qui empêche aussi de faire bien le boulot, c'est un peu, on va se aborder dans les deux autres parties, on n'aura pas le temps de les aborder. Et donc, on peut passer à une conclusion. C'est une conclusion un petit peu en termes un peu réflexive, voilà, qu'on vous propose avec Jean-Paul. Donc en fait, non, c'est voilà, pardon. Moi j'ai des problèmes. Pardon. Donc en fait, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que ces boulots font métier? Anne-Marie Arborio. Et en fait, Jean-Paul a tenté de vous montrer qu'en fait, ce sont des vrais boulots, donc des métiers qui requièrent des compétences techniques et des savoir-faire spécifiques, et pour lesquels, ça tu l'as dit, mais les salariés souhaitent et peuvent bien faire leur travail, grâce notamment à l'action des encadrants et des collectifs de travail. Et ce, en dépit, ça il l'a dit, en dépit d'une relative hétéronomie. Donc l'autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, pour ces personnes, est-ce qu'on peut passer du boulot à un métier, alors que effectivement ces boulots, ces emplois sont organisés comme étant temporaires, transitoires, sans qualification requise, hein, puisque les responsables nous disent, en fait, nous, on recrute les personnes qui ont la motivation, c'est le critère, sans engagement identitaire à l'entrée, hein, les salariés ne rêvaient pas de trier des déchets, en fait, et puis, donc, pour la plupart, ils étaient focalisés, donc, sur un aspect instrumental de l'emploi. Ok, mais en fait, pour certaines personnes, ça devient un métier. Très peu. Très rare, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est recrutée en CDI, hein, à l'issue de leur CDDI, ce qui génère d'ailleurs pas mal de brouillage dans la tête des autres personnes, hein, notamment celles et ceux qui seraient bien restés en fait en CDI. Mais pour d'autres, et la très grande majorité, ben en fait c'est vraiment moins vrai. C'est dans le meilleur des cas un tremplin, hein, vers des activités, donc des embauches dans différents secteurs. C'est la moitié des sorties qui sont des sorties positives. Et pour d'autres encore, ces emplois permettent de s'engager dans des formations qualifiantes au vu de leur projection professionnelle. Donc là, on parle d'une sortie sur 5 qui est dynamique. Mais pour quand même la très grande majorité, faut quand même le dire, c'est l'incertitude. En tout cas, au moment de l'enquête, c'est l'incertitude, et notamment pour les personnes les plus âgées que nous avons rencontrées. Et
D'ailleurs, certaines de ces personnes expriment des gros doutes sur la reconnaissance sociale des compétences, à l'instar d'Hichem, 48 ans, qui nous dit que en fait, lui, il a pas de métier, mais par contre, ce qu'il a, c'est qu'il est bosseur. Du coup, voilà, nous, ça nous pose des questions autour des questions classiques, sur l'importance et la nature de la reconnaissance, donc de ces emplois, métiers, par les acteurs de branche, les acteurs d'entreprise, et puis ensuite aussi sur le marché du travail. Donc, si recrutement il y a, est-ce que c'est lié à une reconnaissance de l'expérience vécue en CDDI? N'est-ce pas comme les parcours antérieurs, en fait, juste le réseau social qui fait qu'on passe de boulot peu qualifié à boulot peu qualifié, voilà. Et une interrogation aussi sur les stéréotypes qui entourent les entreprises d'insertion, qui sont quand même très souvent méconnus et qui, voilà, on l'a déjà entendu, qui s'occuperaient donc de réinsertion de cas sociaux. Donc alors les cas sociaux, c'est qui? Donc ce sont les anciens détenus, mais aussi les personnes en situation de handicap. Voilà, donc pour ces personnes aussi, quel retour ça peut générer en termes de stéréotypes et de discrimination dont ils pâtissent souvent sur le marché du travail. Voilà, je suis désolée d'avoir été trop longue. Merci pour cette occasion de présenter alors un projet de recherche, vous voyez, qui ne s'inscrit pas dans SCAPA, mais qui en fait se déroule en parallèle et que je vais présenter donc très rapidement parce que en fait il fait très largement écho à des terrains qui ont été évoqués ici. En fait, je vais vous présenter un projet de recherche qui s'appelle DISPROSAC. Voilà, je vous dirai ce que ça veut dire DISPROSAC. Vous avez peut-être déjà une petite idée. Parce que c'est une recherche qui repose sur, comme je le disais, des terrains qui font tout à fait écho au projet SCAPA. Et je vais m'attarder sur deux emplois qu'on étudie et notamment sur lesquels on travaille à une comparaison, qui sont ceux de la propreté et de la sécurité privée que l'on a qualifiés d'emploi refuge. Voilà. Donc je présenterai également ce qu'on entend par cette notion d'emploi refuge. Alors DISPROSAC Quesaco, DISPROSAC, voilà, ça veut dire discrimination professionnelle, santé, conflictualité. Dans ce projet de recherche, on a voulu établir un lien entre les discriminations et la santé. Pourquoi? Parce que généralement, la discrimination est considérée comme une source d'exclusion, la santé est considérée comme un facteur de discrimination. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est inverser le questionnement et réfléchir à la manière dont la discrimination, en fait, a des incidences aussi sur la santé. Pourquoi? Parce que les discriminations, ça n'est pas uniquement en fait synonyme d'exclusion, mais c'est aussi synonyme de relégation et justement de relégation durable dans des emplois qui ne correspondent pas aux qualifications acquises par la formation. Et donc voilà, c'est ça qu'on a voulu éclairer. Et ça nous amène à toute une réflexion sur l'analyse de l'impact vraiment des discriminations sur les corps. Les discriminations sont beaucoup étudiées en termes d'impact sur la subjectivité, en termes de violence subjective. Nous, on cherche très concrètement qu'est-ce que ça a comme incidence dans la vie des groupes qui sont exposés à ces discriminations, que ce soit à partir de l'expérience du marché du travail, mais aussi à partir des expériences justement de relégation durable dans les emplois qui en résultent. Alors, rapidement, cette réflexion, elle s'inscrit dans une réflexion plus large qui repose sur quelques petits postulats que je vais juste rappeler. Pour nous, le salariat est
on développe une approche que j'appellerais réaliste du salarié, hein, pas une approche idéaliste, hein, qui verrait le salariat uniquement comme un levier d'émancipation. Pour nous, en fait, le salariat, tel qu'il se construit et tel qu'il se déploie, et si on prend en compte les espaces organisationnels, les statuts d'emploi par lesquels il se déploie, eh bien, ce travail salarié, en fait, il est à la fois source de mise à l'épreuve des hiérarchies sociales et sexuées, hein, puisque les organisations peuvent bousculer justement des équilibres sociaux, et en même temps, comment le salariat utilise ces hiérarchies sociales, sexuées, racialisées, et contribue aussi à les amplifier. Donc, le salariat est aussi le théâtre de phénomènes de ségrégation professionnelle, donc qui ont été bien documentés notamment pour la ségrégation effectivement par le genre, mais ces ségrégations effectivement sont beaucoup plus larges, sachant que nous on étudie ces ségrégations dans le cadre d'une approche plus processuelle. On considère que la ségrégation ne se traduit pas par des ghettos, mais au contraire, nous on cherche, surtout dans une période où le débat public est un peu hanté par le spectre du communautarisme, nous on cherche plutôt à regarder la manière dont le travail crée des espaces qui sont générateurs de dynamiques ségrégatives. Donc toute cette réflexion, je la développe pas, elle est développée, moi aussi il faut que je... Non c'est bon, j'ai mis, dans le numéro de la NRT qui vient de sortir, petit quart d'heure de publicité, la nouvelle revue du travail, le numéro 24 porte justement sur la question des dynamiques ségrégatives dans le travail, qui présente un peu notre réflexion sur le sujet. Alors, pour la recherche de Dysprosac en tant que telle, nous, notre réflexion, elle consiste à questionner la manière dont le travail dans ces emplois de relégation peuvent être effectivement soutenables, hein, on a toute une réflexion sur la soutenabilité du travail dans laquelle on s'appuie sur les travaux de Catherine Delboulet, hein, pour montrer justement l'engagement actif des salariés à rendre justement leur travail soutenable et durable. On questionne aussi les expériences des injustices, hein, qui sont faites dans le cadre de ces emplois et les possibilités de leur contestation. Hein, c'est le C de Dysprosac. Alors, voilà rapidement toute l'équipe et la manière dont nos terrains sont menés. Hein, on a une partie des collègues qui travaillent sur ce que les discriminations produisent comme altération sur les corps, hein, à partir d'enquêtes auprès de jeunes racisés sur le marché du travail et d'enseignants du secondaire, puisque on découvre des choses contre-intuitives qui font que ces enseignantes peuvent, en cherchant à ménager leur temps de vie avec leur temps de travail, peuvent faire l'objet de discriminations qui viennent justement compliquer leurs équilibres justement entre vie de travail et vie familiale. Donc comment ces discriminations ont des impacts sur les corps. Comment dans les emplois refuges, c'est une notion que je vais présenter plus largement, quelle est la soutenabilité du travail dans ces emplois refuges. Donc là, on a notamment 3 terrains, les égorgs de la ville de Paris, donc une enquête menée par Vincent Arnochap et Mireille Eberhardt, les nettoyeurs des trains, c'est la thèse en cours de Marion Duval, et puis donc moi qui travaille sur les agents de sécurité. Et on s'intéresse aussi à la manière dont les expériences d'injustice peuvent se traduire en revendications, avec plusieurs là aussi cas que l'on développe avec les ASH de l'éducation nationale, les cheminots marocains de la SNCF, et puis les agents de sécurité qui se syndiquent là aussi pour contester leurs conditions de travail et d'emploi. Et comme c'est un projet de recherche pluridisciplinaire qui réunit des sociologues mais aussi des ergonomes et des juristes, les juristes viennent en appui à notre réflexion pour nous permettre de voir dans quelle mesure le droit peut contribuer à la reproduction des injustices, mais au contraire, comment le droit peut constituer et offrir des appuis pour les dénoncer. Alors, comme le temps passe à toute vitesse et que j'ai plus que 5 minutes,
donc j'accélère. Les deux terrains en éco à Scapin, donc je l'ai dit rapidement, eh bien ce sont ceux notamment que je vais prendre ici, agents de sécurité et puis agents de propreté. Alors pourquoi est-ce qu'on les compare? Alors là en plus c'est un peu osé de les comparer parce que on est en présence de situations qui sont extrêmement contrastées. Emploi refuge, donc d'abord c'est une notion qui a été utilisée beaucoup pour l'aide à domicile, qui a été utilisée beaucoup pour les éboueurs, pour les agents de sécurité, et qui désigne quoi? Qui désigne en fait des emplois qui permettent à des catégories discriminables, eh bien, de s'ancrer durablement dans l'emploi. En fait, toutes les personnes qui sont potentiellement exposées à des discriminations ou minorisées, eh bien, trouvent dans ces emplois de quoi se stabiliser durablement dans l'emploi. Et bien que ces emplois soient refuges, en ce qui leur permettent de durer, ils les exposent évidemment à des formes de pénibilité qui posent la question, eh bien, de tout ce qu'elles doivent mettre en œuvre pour pouvoir durer, voilà, dans ces emplois. La particularité qui justifie aussi la comparaison, c'est qu'on a deux activités qui ont lieu en milieu ouvert. Que ce soit les éboueurs, balayeurs, etc., de la mairie de Paris, ou les agents de sécurité qui travaillent dans les magasins, c'est sur cela que j'appuie la comparaison, eh bien, on est en présence effectivement de travailleurs qui exercent leur activité sous le regard du public. Ils n'ont pas de coulisses, ils sont véritablement livrés au regard des riverains, de la clientèle, etc. Et ils doivent justement composer avec toutes les circulations de ces riverains ou de ces clientèles. Et se pose justement pour eux la question de la synchronisation de leur rythme de travail entre le travail effectivement qu'ils doivent réaliser et les circulations dont ils doivent se protéger ou qu'ils doivent effectivement favoriser. Et sachant que cet enjeu des rythmes, il ne concerne pas l'enjeu de la gestion des situations dans l'ici et maintenant, des situations de travail, mais aussi les rythmes dans la durée pour pouvoir justement tenir durablement dans ces emplois. Donc une approche à la fois synchronique et diachronique de l'enjeu des rythmes. Alors, si on commence si on commence par la question de la synchronie, un des points communs entre les balayeurs notamment et les agents de sécurité, c'est qu'ils doivent déployer une activité qui leur demande un travail d'organisation de leur propre circulation dans les espaces sur lesquels ils interviennent. Ils doivent d'abord, pour les balayeurs, se protéger des interactions hors cadre, subies ou provoquées avec des passants, et d'autant plus que à Paris, les riverains peuvent s'équiper d'une petite application qui s'appelle Dans ma rue, qui leur permet de participer à la propreté en soulignant les situations où les poubelles n'ont pas été ramassées comme il fallait, où les rues sont encore sales. Donc en gros, cette application met en place un système de contrôle des espaces, des territoires, des cantons, comme ils disent, que doivent gérer et prendre en charge les éboueurs et les balayeurs. Et donc ils doivent se protéger des interactions avec des passants qui sont pris dans leur course et dans leur ronde quotidienne, et ce qui les amène effectivement à essayer un peu de les éviter avec exactement ce que Isaac Joseph avait mis en évidence sur les conducteurs de bus, avec cette attitude taciturne qui les oblige justement à se mettre un peu dans une bulle pour se protéger et se centrer sur leurs tâches autour de leur balai pour justement un peu chercher à forcer le passage et pour faire en sorte d'être évité plus que d'avoir à éviter les passants. Donc ils mettent en œuvre tout un ensemble de techniques de balayage pour aussi rendre visible la propreté après leur passage. Et ils doivent aussi composer avec l'environnement, qui n'est pas uniquement composé de passants pressés, mais aussi de SDF qui occupent l'espace. Et ils doivent faire en sorte de nettoyer les zones souillées en préservant, en entrant en relation aussi avec des SDF, pour aussi, quand le lancier doit passer pour faire le propre, faire en sorte de les protéger des éventuelles éclaboussures qui pourraient se répercuter sur eux. Donc ils ont tout un travail d'anticipation et d'organisation de leur travail de nettoyage qui est extrêmement important et qui leur demande une grande vigilance. On retrouve cette même enjeu de vigilance pour les agents de sécurité.
Alors, qui, je précise, ceux qui travaillent en magasin, ce sont essentiellement des agents de sécurité racisés, puisque une ligne de couleur sépare en fait la sécurité privée entre ceux qui sont recrutés et affectés en magasin, qui sont généralement de phénotype noir, sachant que le recrutement qui affecte préférentiellement ces agents de sécurité au magasin est beaucoup plus ouvert dans les sites industriels ou au contraire les bâtiments administratifs. Mais là, on est en présence d'agents de sécurité qui sont à la fois très visibles à l'entrée des magasins et qui sont là pour incarner ce qu'on appelle dans le métier de la sécurité privée une présence vigilante. Alors, ils doivent composer les agents de sécurité avec des consignes qui sont contradictoires, puisque se pose la question du nombre de rondes qu'ils doivent faire, et comme ils travaillent pour une société prestataire de services qui n'est pas la société qui les utilise, et bien souvent les consignes sont différentes entre ce qu'a prévu le cahier des charges de l'entreprise prestataire et ce que demande le responsable de magasin qui, lui, au contraire, veut un agent de sécurité qui passe son temps à spéculer pour justement réduire la démarque inconnue. Et eux-mêmes sont évalués sur les taux de démarque inconnus dans les magasins justement qu'ils surveillent. Donc, ils doivent développer tout un travail de la présence que je vais pas développer parce qu'il est déjà 45. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ils sont appelés à développer cette espèce de connaissance indiciaire, développent des tas de techniques de surveillance que je ne vous délivrerai pas ici, mais on les voit en tout cas développer tout un travail de mobilisation attentionnelle très large, mais qui peut aussi se traduire par un travail d'activité très focalisé pour se mettre aussi à l'abri du risque de représailles que des clients surpris dans des pratiques de fraude ou de vol, pourraient avoir, notamment en cherchant à régler leurs comptes avec l'agent de sécurité qui les a surpris. Donc, très rapidement, et là je conclus, les agents de sécurité comme les éboueurs doivent aussi tenir dans la durée. Et là, je vais juste mettre l'accent sur la grande différence entre les deux emplois étudiés. Les vertus du marché interne sont précisément d'offrir des portes de sortie d'une activité qui met très fortement les corps à l'épreuve, puisqu'il y a des possibilités d'aménagement de poste en cas de maladie ou de vieillissement, des portes de sortie par des petites promotions, effectivement internes pour passer TSO, technicien de service opérationnel, donc un peu contremaître, ou passer aux petits engins ou à la conduite de benne, quand pour les agents de sécurité qui travaillent dans des très petites entreprises, pour eux, la seule solution, c'est l'exit, aller chercher effectivement d'autres sites qui exposent moins, parce que la posture debout est une posture qui est particulièrement éprouvante. Et là aussi, on a affaire à une naturalisation des compétences effectivement qui justifie l'affectation de ces agents de sécurité de phénotype noir comme s'ils avaient une résistance supérieure aux autres, alors que quand on les interroge, on se rend compte qu'au contraire, eux ne cherchent qu'à fuir ces emplois effectivement qui les malmènent fortement. Et comme la voie de la promotion est très étroite, une porte de sortie pour eux, c'est l'engagement syndical qui les expose là aussi à d'autres fonctions qui peuvent être très chronophages compte tenu des nombreuses entorses au droit du travail qui sont pratiquées dans ce secteur et là aussi que je ne développe pas. Je m'arrête là. Merci beaucoup et désolée si le chronomètre vous empêchait de bien faire votre travail, mais bon, c'est un peu le lot de beaucoup de travailleurs, on l'a vu ici au travers de ces différents exposés, et nous sommes aussi des travailleurs, voilà. Donc si je peux dire quelques mots pour dire que comment je trouvais que la contribution de Sylvie, donc que je découvre ici, interroge finalement tous les travaux qui ont été présentés ici en insistant, ou les complètes en fait, en insistant sur certains points, mais bon, c'est pour vous donner l'occasion de les développer. Aussi en montrant par exemple comment les salariés des services en fait sont soumis à de multiples contrôles, et bon, la plupart des cas que vous avez présentés sont des salariés des services. On a beaucoup parlé des contraintes effectivement de l'emploi, etc. Mais on voit aussi justement les usagers ou les entreprises pour lesquelles
on travaille, voilà, intervenir pour contrôler, qui ont aussi leur manière leur définition de ce que c'est le travail bien fait. Et puis aussi, bon, ça rejoint ce que je disais en introduction, mais l'idée de la soutenabilité. On a parlé pas mal ce matin de l'idée de pouvoir se convertir, changer, mais pour le travailleur qui veut rester, parce qu'il a trouvé des conditions d'emploi qui lui sont favorables, parce qu'il cherche à s'insérer, etc. Voilà. Est-ce que son autonomie est parfois mise aussi au service finalement du maintien en fait dans l'emploi, et comment on fait en particulier, et là aussi c'est le cas de tous les travaux qui ont été présentés ici, lorsque le corps est engagé dans le travail, c'est-à-dire voilà, lorsque la santé est en jeu, le corps est engagé, c'est le cas dans nombre d'emplois non qualifiés. Et puis enfin, je trouvais le travail de Sylvie intéressant pour poser la question, parce que ce matin finalement avec le travail quantitatif qui est très précieux pour cadrer un certain nombre de choses, on l'a vu. En fait, les enquêtes quantitatives, elles interrogent des individus. Et aujourd'hui, cet après-midi, en tout cas, on voit des individus en contexte dans des entreprises, avec leurs propres contraintes, avec des gestes de travail précis qui ont parfois été décrits. Et puis, on ajoute ici des individus qu'il faut aussi contextualiser en tant qu'êtres sociaux au-delà du monde du travail. Ce sont aussi des individus qui ont des familles, qui vivent dans des ménages, et donc du coup qui ont des références en termes d'emploi, celui de leur conjoint par exemple, et puis des contraintes familiales, une origine sociale aussi. Bon, ça c'est une curiosité, c'est quelque chose nous les sociologues souvent c'est une des premières questions qu'on pose, où on s'y intéresse, et là à aucun moment en fait on a évoqué la classe sociale, l'origine sociale. Bon, alors peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps justement, c'est l'occasion, ça peut être l'occasion d'y revenir ici, mais aussi dans les conditions de vie, justement le ménage, la famille, avoir un emploi de ce type quand on a par exemple en charge d'enfants dans une famille monoparentale. Voilà, c'est pas les mêmes conditions, la même autonomie peut-être que lorsqu'on est dans un ménage où l'autre conjoint travaille et un emploi peut-être un peu plus qualifié, mieux rémunéré. Voilà, donc c'est une question peut-être que vous pouvez garder en tête, parce que peut-être d'autres questions vont émerger aussi dans la salle. Voilà, donc je vous donne la parole pour prolonger ces questions ou interroger sur d'autres aspects les différentes contributions pour quelques minutes, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Merci. Question pour Sylvie. Tu évoquais la syndicalisation de certains travailleurs. Est-ce que, au-delà de la syndicalisation, il y a des actions collectives? Et est-ce que la précarité des boulots, l'instabilité n'empêche pas justement cette action collective, ou ne la rend pas difficile? Oui, merci pour cette question. Oui, le choix de l'exit est plus facile que le choix du voice, notamment dans la sécurité privée. Parce que d'abord, il y a des tensions sur le marché du travail qui font qu'il y a des opportunités d'emploi. Il y a aussi des emplois qui sont tellement mal payés, puisque dans ce secteur, les 3 premiers niveaux de coefficient sont en dessous de SMIC. Même si depuis le 1er janvier 2024, il n'y en a plus qu'un niveau de coefficient qui est en dessous du SMIC. Donc il y a en fait beaucoup de situations de cumul d'emplois. Voilà. Et ceux qui choisissent justement de se syndiquer et de s'engager, c'est finalement l'espoir non seulement d'organiser effectivement des luttes collectives, mais c'est très difficile parce que le travail se fait en chantier, en fait, une entreprise de sécurité privée, c'est presque un guichet ou un bureau administratif avec lequel les gens de sécurité sont très peu en contact. Parce que moi j'ai même assisté à des recrutements en direct qui se font par téléphone, puisque pour exercer comme agent de sécurité, il faut une carte professionnelle depuis 2009, qui atteste des antécédents judiciaires et de la formation de 175 heures qui a été suivie pour pouvoir exercer finalement ce métier. Donc le recrutement est en quelque sorte externalisé, et les employeurs n'ont qu'à enregistrer la carte professionnelle, envoyer le nouveau recruté chez le fournisseur d'uniformes, et puis on lui envoie ses plannings par SMS. Et en fait,
quand ils sont syndiqués, les agents de sécurité ont les plus grandes difficultés à reconstituer le collectif de salariés de l'entreprise qui les emploie. Et à chaque fois, en fait, la seule occasion qu'ils ont, c'est aux élections professionnelles, et c'est du coup la guerre généralement avec les directions des ressources humaines pour avoir accès aux fichiers justement de l'ensemble des salariés pour pouvoir contacter, se faire connaître. Et sinon, ce qu'ils doivent faire, c'est aller sur le terrain, aller sur des chantiers, voilà. Et ceux qui ont le plus de possibilités de le faire, c'est ceux qui sont sur les équipes roulantes, hein, ceux qui font le contrôle en fait des équipes de sécurité dans les grandes entreprises, qui eux ont la possibilité du coup de visiter plusieurs chantiers et du coup de se faire connaître. Mais sinon, pour les autres, les agents de sécurité, c'est des travailleurs isolés. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, je sais pas si ça répond à des questions. Alors, je suis un peu désolée, il m'a été demandé de ne pas trop prolonger la discussion. On a commencé à 14h20, il est déjà 15h55, voilà. Donc, je pense que la discussion pourra se prolonger de manière plus informelle, mais ici, je dois clore cette session pour que la suite de la journée puisse avoir lieu. Merci beaucoup.